faudrait balayer tout ça pour faire place au modernisme, à un renouveau au contour imprécis, une confiance dans ceux qui se sont mis en marche. En marche vers où, ça? Ce qui est sûr, c'est que le terme de gauche a été maltraité, humilié, trahi pendant le dernier quinquennat. Cependant, nous sommes convaincus qu'il a encore un sens pour les femmes et les hommes de notre pays. Il doit retrouver tout son sens. La gauche de transformation est un acteur essentiel pour redonner ce sens dans les jours, les mois, les années à venir. Le libéralisme, le capitalisme augmentent jour après jour leurs dégâts sur les populations et sur notre environnement. Transformer la société n'est pas une douce utopie, mais un objectif pour construire un autre avenir que celui que certains nous décrivent. L'évasion fiscale, la précarité, les licenciements boursiers, le chômage, la vie chère, la réduction des services publics ne sont pas une fatalité. C'est bien sur un objectif politique clair que nous redonnerons toute sa force à une gauche de transformation dans notre pays. C'est à partir de cette situation que nous avons construit la démarche, la dynamique que font vivre Pascal Estier et Amandine Villain dans cette campagne des législatives. Nous avons su mettre les égos de côté et à chaque moment, nous avons travaillé dans l'acceptation des différences et le respect de chacun à une démarche politique où nous ne dissocions pas la question sociale de celle pour le développement écologique et de la citoyenneté. Ce soir, ceux que vous entendrez sont divers par leur parcours, leur histoire, leur engagement, communistes, insoumis, citoyens de gauche. Cette diversité est une force. Nous refusons les moules, l'uniformité, la mise au pas derrière un leader, un parti, un prêt-à-penser. En revanche, nous partageons tous la même conviction. Mettre l'humain au cœur de tous les choix, de chaque proposition. C'est ce qui guide notre engagement au service du mieux vivre, de la justice sociale, de l'émancipation des femmes et des hommes de notre territoire. C'est dans cet esprit que nous avons imaginé et mis en œuvre cette campagne qui nous amène ce soir à 4 jours du premier tour. Être attentif aux besoins, à l'écoute des colères, construire avec les citoyennes et les citoyens les réponses politiques qui permettent de retrouver la dignité, le mieux vivre, de tracer le chemin vers des jours meilleurs. Avec les agriculteurs à Espinasse, les acteurs culturels à Saint-Gervais, avec les salariés de la CETA et les acteurs de la filière tabac, les habitants du Couria et demain ceux de la Varenne à Rion, ce n'est pas la bonne parole que nous avons prêchée. C'est à partir du réel, des souffrances du quotidien, que nous avons construit les réponses que Pascal Estier et Amandine Villain se sont engagés à porter jusque devant la représentation nationale. Faire de la politique autrement. En diffusant plusieurs films, nous avons mis à l'honneur les luttes d'hier pour la conquête de la protection sociale à Messé, les luttes d'aujourd'hui contre le rouleau compresseur de la finance et des grands groupes à Saint-Éloi et à Rion. Rassembler, rassembler, toujours et encore. La société du XXIe siècle n'est plus celle du XXe siècle. Nous devons agir en direction de salariés qui sont de plus en plus touchés par la souffrance au travail, par une flexibilité exténuante, la peur d'un licenciement du jour au lendemain. Une évolution de l'organisation du monde du travail qui conduit à une atomisation de plus en plus forte du salariat dans notre pays. Si la lutte des classes n'a pas disparu, elle se vit différemment. Elle est même parfois niée par ceux qui en sont les premières victimes. Nous devons entendre les souffrances et les aspirations d'aujourd'hui. Les élections législatives sont l'acte 1 de cette reconstruction. De ces élections dépendra le gouvernement qui agira pour 5 ans. De ces élections dépendra notre capacité à combattre les idées de droite et d'extrême droite pour les années à venir. Avec ces 2 candidats, Pascal et Amandine, devant vous, nous poursuivons notre objectif de rassemblement. Le rassemblement du peuple, le rassemblement des 99% contre les 1% qui possèdent et décident dans notre pays. J'en suis convaincu. Les salariés de notre circonscription, les mal soignés, les abandonnés du service public, les discriminés, les sans-voix, méritent des élus courageux, opiniâtres, déterminés. Alors, d'ici dimanche,
Allons le dire à ceux qui ne le sauraient pas, ces candidats s'appellent Pascal Estier et Amandine Villain. Bonsoir. Avant d'introduire un intervenant suivant, je voudrais dire, puisque Boris a parlé du rassemblement, que bien qu'il y ait eu quelques péripéties avant que la candidature de Pascal et Amandine soit une candidature du rassemblement, je suis personnellement, ainsi que les autres membres de notre collectif et de tous les groupes de France Insoumise de la circonscription, très contente que nous ayons une candidature de gauche unique dans notre circonscription, donc une candidature qui ainsi a toutes ses chances de réussir donc, dans ces élections. Et donc à présent, nous allons écouter Stéphane Allègre, voilà, merci, qui est syndicaliste à la CETA et qui va nous parler de la lutte qui est menée par les salariés de cette entreprise et de leur attente de la part en fait de leur attente par rapport à la candidature de Pascal et Amandine. Merci. Bonsoir. Donc, comme il vient d'être dit, oui, je m'appelle Stéphane Allègre, je suis représentant des salariés de la CETA, donc élu CGT. Je suis secrétaire du comité d'établissement et du comité central d'entreprise de la CETA. Bon, je pense que vous savez tous la problématique qui est la nôtre. Juste un petit historique au niveau de la CETA, qui était une ancienne entreprise publique privatisée en 1995. On peut comprendre pourquoi elle l'était, publique, puisque c'est quand même une réelle problématique, la santé liée au tabac. J'y reviendrai. Il y a eu différentes phases, mais principalement le rachat en 2008 par le groupe Imperial Brands, ex-Imperial Tobacco, qui, quand il nous a racheté, on était un peu plus de 2300 salariés en France à la CETA. Et si le plan aboutit, on sera moins de 500 salariés, bien sûr, toujours sous couvert de plus de profitabilité, parce que c'est une entreprise très très rentable. Il y a beaucoup de patrons d'entrepreneurs, je pense, qui aimeraient marger à plus de 50% sur leur type de production, ce qui est le cas pour nous. Donc voilà, aujourd'hui le groupe encore sous couvert de plus de distribution de dividendes, parce qu'ils ont distribué, il faut quand même le savoir, plus de la totalité des résultats nets en dividendes, c'est légal, tout va bien, mais au détriment des emplois et de l'outil industriel. Donc le 29 novembre, pour ce qui nous concerne, 2016, le groupe annonçait un énième plan de restructuration de la privatisation et donc annonçait la fermeture, le projet de fermeture de l'usine de la CETA d'Orion. On n'est pas encore mort, mais avec les lois en place aujourd'hui, il est très difficile de combattre ce type de projet. Et donc là, on compte bien sûr je pense qu'on est aussi au bon endroit, c'est les députés qui font les lois. Donc il me semble qu'il faut faire attention à qui nous mettons à notre gouvernance, au-delà du président de la République, mais c'est le plus important, je pense que c'est les législatives. Voilà, donc aujourd'hui, on a essayé de mener le combat qui est le nôtre pour essayer d'empêcher cette fermeture. Comme je l'ai dit, au niveau des lois qui existent aujourd'hui, c'est très très compliqué. Donc il y aura des choses à revoir là-dessus. Il y a des lois qui s'appellent Macron, notre président, El Khomri, Rebsamen, qui font très mal au monde du travail aujourd'hui et à nous, les représentants des salariés que nous sommes. Le tabac, malgré tout, c'est pas un produit anodin. On sait que c'est un produit qui crée des problèmes sur la santé, d'où l'importance qu'il y ait un contrôle et une maîtrise publique d'État, à voir comment. Et ça a été toute la démarche, nous, depuis le 29 novembre, ce qu'on a essayé de faire, d'interpeller le gouvernement en place à l'époque, pour qu'il reprenne la main
qu'on voyait qu'est-ce qui pouvait être fait. Et on a rapidement demandé une table ronde pour poser la problématique de la filière tabacole en France. Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut empêcher les gens de fumer, il faut que les gens arrêtent de fumer, mais des fumeurs, il y en aura. Le produit est vendu légalement sur le territoire en France, à moins qu'on l'interdise, mais aujourd'hui, il y a la problématique du fumeur. Et aucun gouvernement aujourd'hui en place ne s'est posé la réelle problématique de la santé liée aux fumeurs. Parce que le produit est peut être plus ou moins nocif, suivant comment il est cultivé, etc. D'où l'importance de contrôler ce type de produit vendu légalement sur le territoire. Et ça a été tout notre travail d'interpeller les politiques, d'essayer de faire en sorte d'avoir cette table ronde avec le ministère de l'Agriculture, de la Santé, du Budget, de l'Agriculture, parce que au-delà du problème de santé aussi, il y a aussi des enjeux d'emploi. On est la dernière usine de fabrication de cigarettes sur le territoire français. Et la filière tabacole s'en retrouverait rompue par le milieu avec toutes les problématiques d'emploi, notamment au niveau agriculture. Et quand je dis que le tabac est plus ou moins nocif, c'est pas moi qui l'invente. On est en très bonne relation et on a réussi à mettre en place des convergences de lutte avec les planteurs de tabac, nous en tant qu'industriels, les salariés de la CEITA et les débitants de tabac, notamment la présidente des débitants du Puy-de-Dôme, qui est tout à fait en phase avec nous pour trouver des solutions par rapport à ce problème de filière tabacole. Voilà. Donc aujourd'hui, la santé publique, c'est un réel problème sur le tabac. On a fait donc des interventions, comme je l'ai dit, demandé des tables rondes. On a eu des fins de non-recevoir parce que la conjoncture fait que, ou du moins les mois actuels font que le gouvernement ancien n'a pas voulu prendre ses responsabilités au vu des élections nationales qui sont en cours. Il nous a demandé de voir avec les suivants. Bon, donc les suivants, il va falloir, pour qu'on puisse être entendu aussi, de ne pas mettre n'importe qui en place aussi. Aujourd'hui, on est en train de faire un gros travail, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je fais partie du comité de soutien. C'est que des politiques, il y en a beaucoup qui parlent, mais les actes sont importants. Et les seuls, alors qui aujourd'hui, on voit, si ce n'est pas tous les jours, mais c'est quasiment tous les 2 jours, c'est les personnes qui sont ici présentes pour nous soutenir. Et ce n'est pas que des mots, parce qu'il y a du travail qui est fait derrière. On est à leur initiative, en train de travailler pour déposer et demander à la prochaine législature, donc le 27 juin, si je ne me trompe pas, dès que les législatives seront passées, il y aura la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Et un gros travail est fait de leur part pour qu'il soit demandé une enquête parlementaire par rapport à la filière tabacole en France, ce qui va au-delà de nos emplois propres à la CEITA. Mais dans tous les cas, il faut poser la réelle problématique de la santé publique liée au tabac. Et aujourd'hui, la démarche est celle-là de leur part, et je les en remercie. Moi, que dire de plus? Je vous invite tous à une réunion publique qui va avoir lieu mardi prochain, le 13, où nous invitons toute la population pour faire un petit peu le point avec les salariés de la CEITA, de la situation, d'où on est parti, où c'est qu'on est aujourd'hui, et ce qu'on espère demain. On a malgré tout, malgré les réponses de non-recevoir de certaines politiques nationaux, orienter un petit peu notre stratégie maintenant sur porter nous-mêmes la filière tabacole avec les planteurs et avec les débitants. Et on a un projet de reprise du site, une société d'intérêt collectif, alors c'est pas une SCOP mais une SIC, qu'on est en train de finaliser, parce que si personne ne veut sauvegarder à date, ou du moins essayer de trouver et poser toutes les problématiques de la filière tabacole, on s'y colle et on va essayer de sauvegarder les emplois que cette boîte veut détruire. Ce qui est pour nous le plus important, c'est l'emploi aujourd'hui, la sauvegarde
des emplois. Il y a déjà bien assez de chômeurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on fasse tout, au vu de la profitabilité de cette branche et donc du tabac, pour sauvegarder nos emplois qui ne sont pas encore détruits. Et donc, comme il a été dit aussi tout à l'heure, je pense qu'il faut que la gauche soit transformée. Et je pense que ça commence par ici aujourd'hui. Et je les en remercie. Alors, notre troisième intervenant est aussi coprésident du comité de soutien pour la France insoumise. Il a lui aussi retiré sa candidature au profit de Pascal Estier et Amandine Villain. Il va intervenir sur les dangers du programme ultralibéral de Macron et la nécessité de députés portant d'autres projets. Je vous demande d'accueillir Laurent Equet. Merci et bonsoir. Donc moi aussi je suis très heureux d'être là ce soir. Alors chers amis, chers camarades, le 7 mai dernier, le peuple avait à choisir entre le fléau et la cause du fléau. Vous connaissez la suite, fut élu la cause du fléau. Dans la foulée, notre nouveau monarque présidentiel, à peine franchi le seuil élyséen, désignait son Premier ministre et constitué son gouvernement. Il ne vous a pas échappé qu'il s'agit d'un gouvernement UMPS qui assouvit ainsi les fantasmes complotistes du Front National. Nous entamons le dernier volet d'un triptyque de destruction massive et accélérée du projet républicain et des acquis du Conseil national de la résistance, débuté sous Nicolas Sarkozy et poursuivi sous François Hollande. Augmentation du chômage de masse et de la précarité, casse sociale cyniquement entretenue et aggravée. Le camarade de la CETA vient d'apporter son témoignage. Inconscience écologique sans précédent, déni démocratique, aujourd'hui suavement en cours de moralisation, enfin paraît-il. Qui, ici et maintenant, peut prédire dans quel état sera notre pays et notre peuple dans 5 ans? Que deviendra alors cette France, fille aînée de la sécurité sociale et de l'école laïque et émancipatrice? À quelques jours du premier tour des élections législatives, je déclare le temps des précautions oratoires révolues. Parce que les mots ont du sens et qu'il convient enfin de nommer les choses. Le libéralisme, vous le savez certainement, tout comme le progressisme, est une doctrine qui puise ses origines dans la philosophie des Lumières. À la fois politique et économique, elle a imposé à l'État la distanciation nécessaire au respect des libertés et à l'avènement des émancipations démocratiques et républicaines. Ce que l'on nomme aujourd'hui néolibéralisme est un économisme barbare et total qui frappe chaque sphère de notre société, qui impacte à chaque instant notre époque et nos vies. C'est un extrémisme, et oui, j'ose l'affirmer, c'est un fascisme, c'est-à-dire une soumission de toutes les composantes de l'État à une idéologie totalitaire et nihiliste au service de la finance, donc au mépris et à la mise en péril du bien commun. Ainsi, les milieux financiers ont décidé que l'austérité avait une valeur supérieure aux politiques, jusqu'à prétendre inscrire à l'orthodoxie budgétaire de notre Constitution. La notion de service public a tout simplement été ridiculisée. L'universalisme et les valeurs humanistes de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité ont été bafoués et congédiés. La finance internationale a transformé les travailleurs en simples valeurs d'ajustement. Il en va de même de la justice, de l'école, de la culture. La liste est longue, vous la connaissez comme moi. Et on fait tout cela au nom du TINA, vous savez, le There is no alternative de Margaret Thatcher. L'abstraction et la novlangue dominant désormais les discours publics, y compris au plus haut sommet de l'État et au détriment de l'humain. Alors sans vouloir spéculer sur la composition de la future Assemblée nationale, j'ai écouté tout à l'heure qu'on annonçait 400 sièges pour En Marche. Bon. Ce fascisme néolibéral va se traduire dans les prochains mois par les 9 ordonnances dangereuses et toxiques du bon docteur Macron. Nous pouvons donc nous apprêter à cracher du sang. Tout va être passé à la déchiqueteuse, à commencer par le Code du travail. Déjà sérieusement endommagé, vous vous rappelez, il y a peu plus d'1 an, avec la loi El Khomri, passé en force à grands coups de 49.3, et qui nous avait massivement, mais pas assez, je crois, fait descendre dans la rue. Alors, je vais vous lister rapidement les 9 ordonnances, parce que vous savez que ça va se préparer, c'est déjà en cours, ça va finir se préparer pour être opérationnel début juillet. Alors, l'ordonnance numéro 1, elle repart de l'inversion de la hiérarchie des normes,
Et le but, c'est visiblement de supprimer le code du travail et de le remplacer par la loi dictée par les patrons. L'ordonnance numéro 2, limiter strictement les indemnités en cas de licenciement abusif, établir un barème pour les prud'hommes, avec bien sûr un plafond haut. Ordonnance numéro 3, référendum à l'initiative de l'employeur afin de renforcer la capacité à adopter un accord d'entreprise ou pour imposer un accord refusé par les syndicats majoritaires. Ordonnance numéro 4, réduire le nombre de branches et réduire le rôle de l'accord de branche. Ordonnance numéro 5, fusion des CE, comité d'entreprise, CHSCT et des délégués du personnel. Ordonnance numéro 6, acheter ou financer des syndicats maison afin de renforcer la pratique et les moyens du dialogue social. Je vous ai mis ça entre guillemets, vous imaginez bien. Ordonnance numéro 7, la trouvaille, les administrateurs salariés, pour bien sûr une meilleure représentation des salariés dans les conseils d'administration. Ordonnance numéro 8, réforme de l'assurance chômage. Et alors, il y a même une ordonnance numéro 9, mais là, bon, c'est moins pressé, c'est d'appliquer tout ce droit du travail néocolonial dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer. Voilà le menu de ce qui nous attend cet été. À cela s'ajouteront, dans la foulée, la réforme des retraites, la formation professionnelle, la réforme de la fonction publique, la modification peut-être des contrats de travail. En réalité, le véritable état d'urgence, c'est bien la lutte sociale, contre le triomphe de l'idéologie gestionnaire qu'installera Macron avec sa culture managériale imposée au plus haut niveau de l'État, scellant ainsi une pensée unique néolibérale en négociant totale du besoin de respiration démocratique de notre pays. Alors, tout ça, ça va se mettre en place progressivement à partir du 1er juillet, je vous ai dit tout à l'heure, donc si vous avez la chance de partir en vacances, n'oubliez pas vos chaussures de marche parce que on va en avoir besoin. Hein. Alors malheureusement, dans la quasi-totalité des circonscriptions de France, les appétits individuels et les ambitions égotiques ont gravement et de manière totalement irresponsable hypothéqué la victoire de nos forces progressistes et humanistes aux élections législatives. Dans quelques autres, dans la nôtre, la sagesse et notre respect pour les gens qui nous le demandaient ont permis une candidature unique. Aux confins de l'humanisme écologique et pour que vive un avenir en commun, elle n'en sera, je l'espère, que plus forte dans le combat que nous avons à mener contre l'extrême centre néolibérale et l'extrême droite ethno-nationaliste. Et qui va ici, vous le savez aussi bien que moi, d'un député sortant PS tout à fait Macron-compatible au Front National, en passant par les candidatures de La République En Marche et des Républicains. Je vous remercie. Alors, maintenant nous allons écouter Kevin Guillot, voilà, qui est agriculteur et qui nous dira un mot sur le besoin d'autre chose pour l'agriculture et donc sur l'importance d'un député ayant lui aussi une autre vision dans ce domaine. Bonsoir à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, Kevin Guillot, jeune agriculteur de 25 ans. J'habite sur la commune de Saint-Julien-la-Jeunesse, où je suis en bovin charolais et un petit peu de céréales à côté, culture de céréales. Donc aujourd'hui, le grave constat de l'agriculture que nous pouvons tirer est que l'agro-business détruit tout. L'écosystème, la santé des consommateurs et celle des paysans. Les mots sont connus, pesticides chimiques, gigantisme agricole, ultra-spécialisation et soumission au libre marché. Les agriculteurs sont lancés dans une folle course à la compétitivité dont la majorité sort perdante. Les plus grandes exploitations s'agrandissent encore davantage en acquérant les terres de ceux qui ont été exclus. Notre territoire du nord du Puy-de-Dôme ne déroge en rien du climat général. L'intensification et l'agrandissement des fermes ont des effets dévastateurs. Des fermes en surendettement et des paysans au bord du gouffre. Une charge de travail irréalisable et une vie sociale détruite. Des productions avec de moins en moins de garanties sanitaires. Une diminution du nombre de paysans et la fin de la ruralité. Alors que l'agriculture crée beaucoup d'emplois, comme chacun le sait, mais encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Et là, on peut faire vivre une ruralité. Des incertitudes sur l'avenir du métier et une démobilisation à l'installation. Malheureusement, peu de reprises pour beaucoup de cédants. Des paysans qui souvent travaillent à perte avec un salaire qui est en dessous du seuil de pauvreté et bien sûr bien loin du SMIC. Tout cela fait que chaque paysan doute de leur avenir et du lendemain.
le projet agricole à mettre en place par la vraie gauche est le suivant. Nous devons stopper toutes les fermes-usines. La fin de la surspécialisation des territoires. Nous devons mettre fin à la dépendance aux protéines végétales importées. Développement de l'agroforesterie et des systèmes d'élevage herbager. Encourager fortement les initiatives sur les circuits courts. Diminuer l'impact de la chimie, phyto-engrais, en favorisant l'ensemble des démarches alternatives et protectrices de l'environnement et de l'humain. Redéfinition des normes, en particulier en élevage, qui aujourd'hui sont étouffantes et n'ont aucun impact positif ni sur l'environnement ni sur le paysan. Par exemple, nous pouvons rendre possible l'abattage à la ferme ou interdire toute forme d'OGM. Mise en place de prix minimum garantis aux producteurs ainsi qu'une régularisation des marchés. Est-ce normal d'accepter qu'un paysan travaille à perte aujourd'hui? Bien sûr, la classe politique actuelle s'en moque complètement. Elle est mieux imposer aux paysans de son pays le modèle des technocrates et des financiers. Seulement, je me mélange un peu. Les aides PAC doivent aussi être redistribuées avec plus d'équité et plus d'encouragement à la vraie agriculture paysanne. Et enfin, les retraites agricoles. Rendez-vous compte, aujourd'hui, 700 € pour un retraité agricole, 700 € par mois. Elles doivent absolument être revalorisées comme l'a proposé le député communiste André Chassaigne, lequel je voudrais vraiment ce soir saluer et lui adresser tout mon respect pour le travail qu'il a accompli à la présidence du groupe Front de Gauche à l'Assemblée nationale en faveur de l'agriculture et de la ruralité. Parce que ça, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, je pense qu'on n'en parle pas assez. J'ai vraiment été scandalisé d'apprendre que dans sa circonscription, il avait un président de la Chambre d'agriculture qui a le culot de s'afficher en marche, de se présenter contre lui, après avoir un député qui travaille pour les paysans. C'était une parenthèse à part. Je pense cependant que l'agriculture doit encore avoir de l'espoir, car nous avons la chance dans notre région d'avoir un savoir-faire exceptionnel grâce à des productions diversifiées et dans la plupart du temps, quand même, nous avons affaire à une agriculture responsable à l'heure actuelle. Malgré la tentation et les encouragements par certains à une agriculture industrielle au service des grands groupes financiers, le paysan auvergnat sait résister grâce à des initiatives d'une nouvelle agriculture qui surgissent de toutes parts. Bien sûr, il y a ceux qui passent en agriculture biologique, ceux qui développent des circuits de proximité, mais il y a la grande majorité d'agriculteurs traditionnels qui font évoluer leur mode de production par la diminution des intrants, la recherche d'autonomie en fourrage protéique, avec une volonté de produire des végétaux et des animaux sains et sans risque pour la population et l'environnement. Mais encore, qu'est-ce qu'il manque? C'est un encadrement des prix pour pouvoir tirer un revenu. Seulement, ces paysans-là doivent être aidés et accompagnés dans leur démarche. Ils ont besoin des politiques, des pouvoirs publics, des collectivités et de l'engagement des consommateurs pour réaliser cette révolution culturelle et agricole qui sera l'une des fondations d'un monde meilleur et plus juste pour tous. Pour cela, seul le programme de la France Insoumise et de ses partenaires de gauche, dont le Parti communiste français, est capable de répondre à ces enjeux essentiels. Je terminerai donc par un espoir. Nous allons missionner Pascal et Amandine à conduire ce projet en votant pour eux le 11 juin et partout en France. Le peuple va ouvrir les yeux devant les graves dangers qui nous menacent et voter pour des gens de gauche, car la gauche c'est nous, la France Insoumise, le Parti communiste français, mais pas le Parti socialiste, qui a trahi les Français pendant 5 ans. Alors je termine en disant, votons massivement le 11 juin pour Pascal Estier et Amandine Villain. Vive la gauche, vive la France Insoumise et vive le Parti communiste. Bravo. Notre 5e intervenante est aussi coprésidente de notre comité de soutien pour la gauche citoyenne. Elle est anthropologue et chercheur. Elle est conseillère départementale du canton Saint-Georges-de-Mons aux côtés de Grégory Bonnet. Elle va intervenir sur l'importance d'un député remettant en cause les lois de réduction des moyens aux collectivités et leurs conséquences, notamment pour les départements. Je vous demande d'accueillir Clémentine Reynaud. Merci Audrey, j'espère que ça va aller. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais y aller. Je vais commencer par
par le mythe néolibéral qui veut nous faire croire que nous sommes libres et autonomes, alors que nous sommes tous interdépendants, à tous les âges, pour la satisfaction de nos besoins. Reconnaître cette vulnérabilité fondamentale, c'est le chemin vers l'égalité, la répartition des richesses et de la pénibilité. Ce mythe de l'autonomie est une manière de transférer aux citoyennes et aux citoyens la gestion des risques et de facturer des services jusqu'alors pris en charge par la solidarité à l'échelle de la nation, ou encore du département. J'y reviendrai. Autonomie des universités, des hôpitaux, etc. J'aurais aimé ce soir vous parler de la sécurité sociale, de cet adage fondateur de la Sécu, de chacun selon ses moyens, avec cotisation interprofessionnelle à taux unique, à chacun selon ses besoins. Un adage mis en péril par les derniers quinquennats et qui est la cible des propositions de M. Macron. Supprimer les cotisations sociales et les remplacer par une augmentation de la CSG de 1,7 points. La suppression des cotisations salariales sur l'assurance chômage et l'assurance maladie, on nous la promet au 1er janvier 2018. Avec la casse du Code du travail et la réforme des retraites prévue en 2018, Jupiter, moi je dirais plutôt Janus, je préfère cette image-là de l'homme à deux visages, et son gouvernement entend dynamiter tout le modèle social en France. Il s'agit bien de transférer la solidarité sur les responsabilités individuelles, au grand plaisir et profit des mutuelles privées, des assurances, etc. Mais cette sécurité sociale n'est pas un simple outil de redistribution des cotisations. Ce qui me semble important également, c'est qu'elle valorise un travail libéré des contraintes du marché. S'occuper de ses enfants, d'une personne handicapée, d'un malade. N'oublions pas que le salaire des personnels de l'hôpital public est financé par l'assurance maladie, rémunéré au temps de travail et non à la consultation. En cela, notre système de sécurité sociale permet une redéfinition du travail qui échappe à l'économie de marché et à ses lois. Je ne vous parlerai donc pas ce soir de la sécurité sociale, mais des liens serrés entre le département et l'Assemblée nationale. Le conseil départemental, eh bien, comme vous le savez, c'est une collectivité territoriale dont le but est d'œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale entre les hommes, entre les générations, entre les territoires, et une collectivité qui participe du service public. Aide sociale, action sociale, protection de l'enfance, insertion, des allocations individuelles de solidarité comme le RSA, l'APA, donc RSA, APA, PCH. Je ne vais pas revenir en détail, donc, etc. Donc la voirie, l'éducation, la culture, le développement local, le tourisme, les pompiers aussi. Voilà. Donc ça c'est un petit aperçu de ce que prend en charge le département. Il y a aussi des politiques vers l'environnement. Il y a également des politiques de redistribution vers les collectivités rurales également, qui sont encore vivantes aujourd'hui. Voilà. Et bien pourquoi le département a-t-il besoin de députés qui partagent nos valeurs? Eh bien, il en a besoin parce qu'aujourd'hui, le département, il est malade, je ne sais pas s'il faut dire ça, d'une collectivité territoriale, mais en tout cas, il subit de plein fouet les politiques d'austérité qui sont conduites depuis d'année en année, reconduites d'année en année. Donc là, je vous ai amené deux petits résumés très succincts des différents budgets primitifs 2016 et 2017. Donc 2016, on voit un budget de 719 millions d'euros et 2017, 708 millions d'euros. Alors on se dit, bon, finalement, c'est une petite baisse, mais quand on regarde un petit peu le détail, on s'aperçoit qu'entre ces deux années, eh bien, l'État a diminué de 10 millions d'euros la dotation globale de fonctionnement et a également amputé de moitié la CVAE, donc on est passé de 71 millions à
36 millions, je crois, voilà. Donc ça, c'est un petit exemple en termes de recettes pour le département. Le problème, c'est que le département, il a des dépenses, et des dépenses dont la moitié de ces dépenses va à l'action sociale. Et ces dépenses-là, hélas, aujourd'hui, eh bien, elles augmentent. Voilà, elles augmentent. Elles ont augmenté, elles sont passées de 281 millions à 286 millions si on prend simplement le RSA, l'APA, la PCH. Voilà. Également pour les personnes handicapées et l'hébergement pour l'enfance en danger. Donc des dotations qui baissent et des dépenses qui augmentent, donc forcément ça oblige le conseil départemental, en tout cas la majorité qui gouverne cette collectivité, à faire des coupes sur les budgets, et en particulier sur le budget du social, que nous, peut-être un peu naïfs, à notre arrivée au département, nous pensions être sanctuarisés. Voilà. On savait que la culture, elle allait payer cher, voilà, mais on ne pensait pas qu'au niveau du social, ça allait être difficile. Donc, on a besoin de députés qui partagent nos valeurs et qui puissent les porter et agir en fonction de ces valeurs de solidarité. Donc, comme ceux qui sont présents, j'espère qu'ils seront présents bientôt à l'Assemblée nationale, par rapport à ces politiques d'austérité. Après, je voulais prendre un tout petit exemple, et puis après, je passerai la parole, qui concerne les EHPAD. Donc, le département a fait une coupe franche sur l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Voilà, parce qu'il faut trouver de l'argent, donc on s'est dit, bon, finalement, on va prendre l'argent là. Et cet argent, eh bien, il signifie aujourd'hui une perte d'activité de 10 à 15% pour toutes les structures porteuses qui portent l'aide à domicile. Donc, qui sont parfois des communautés de communes, etc. Donc, 10 à 15% d'activité en moins, ça veut dire du service public auprès des personnes en moins, mais ça veut dire aussi pour ces femmes, ce sont souvent des femmes, qui ont peu de reconnaissance, qui ont un statut pareil qui méritera d'être revalorisé, et bien un passage des fois ou un retour au chèque emploi-service. Voilà, le chèque emploi-service, c'est l'ubérisation de l'aide à domicile. Et ça, c'est pas supportable, à mon sens. Voilà, donc ça pour l'aide à domicile. Et pour les EHPAD, deux petites informations, certains d'entre vous sont peut-être au courant. Mais depuis le 1er janvier 2017, deux gros changements sont intervenus au niveau des EHPAD, mais également des IME, etc. Pour les EHPAD, nous avons des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les CEPOM, certains en ont peut-être entendu parler. Donc un CEPOM, eh bien, ce sera un contrat qui pourra concerner plusieurs établissements, et en période de pénurie de directeurs d'établissement, eh ben, voilà, ça peut... Pour certains, ils ont peut-être pensé que c'était une solution. Et le deuxième changement, et celui-là me semble beaucoup plus dramatique, c'est encore un acronyme, EPRD, ça s'appelle État prévisionnel des recettes et des dépenses. Et c'est une refonte totale de la manière dont les établissements ont la pratique qu'ils ont d'établir leur budget pluriannuel. Autrement dit, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, on va demander aux établissements, au nom d'une responsabilisation de leur directeur, de calculer leur budget en fonction des recettes prévisionnelles, non plus en fonction des besoins des populations accueillies. Et ça me semble quand même assez dramatique, d'autant qu'on leur donne, donc là on va voir bientôt les résultats, enfin, d'ici la fin de l'année, on leur donne aux directeurs de ces établissements l'entière gestion des résultats d'exploitation. Alors résultats d'exploitation, quand c'est positif, ben, on est content, on peut le mettre plutôt sur les soins ou sur l'hébergement, mais quand c'est négatif, il n'y aura pas de reprise systématique. Il faudra beaucoup d'argumentation en cas de résultats négatifs. Donc voilà comment les choses... la marche des choses, c'est celle-là. Donc moi j'aimerais bien que cette marche-là
on la stoppe, et puis qu'on ait quelque chose de plus citoyen, plus horizontal et d'une autre politique. Donc je dois avoir une conclusion quelque part. Voilà. Donc je vais terminer sur la solidarité et la fraternité. Selon moi et quelques auteurs également que j'ai pu lire, eh bien, cette solidarité, cette fraternité, c'est le souci des soi et des autres. C'est le refus du délaissement croissant des plus vulnérables d'entre nous, personnes malades, handicapées, âgées, isolées, sans emploi. C'est refuser la précarité, les bas salaires et le chronomètre pour les personnels qui prennent soin. Il nous faut refuser que la gestion des hôpitaux, des IME, des EHPAD se fasse en fonction des prévisions de recettes. Car le service public ne doit pas s'aligner sur les usages du privé, mais répondre aux besoins des citoyennes qui les financent avec leurs taxes et impôts. Pour cela, en tout cas, moi, j'ai bon espoir en la candidature de Pascal et d'Amandine, et j'espère bien les voir dans l'hémicycle très prochainement. Je vous remercie. À présent, j'invite donc à la tribune José Dubreuil, voilà, qui va faire une intervention sur l'importance de la culture et sur les besoins de la culture dans une société comme la nôtre. Bonsoir. Bon, je suis contente d'être là. Je me présente quand même. Je suis élue à Rion. Et à Rion, j'allais dire Rion Communauté, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Il n'est pas encore intégré. À RLV, Rion, Limagne et Volcan. Voilà. Et alors, on m'a demandé d'intervenir sur la culture parce que, forcément, j'ai passé une vie dans ce secteur, et donc ils ont dû trouver que j'étais bien placée pour dire quelques mots sur ce sujet. Alors, avant toute chose, je voulais dire que moi j'aime bien les campagnes électorales, car plus qu'à l'ordinaire, on s'autorise à aller vers les gens, à parler, à sourire avant d'aller aborder quelqu'un, et je me dis que ce serait autant de manières qui devraient nous être ordinaires. Nous devrions vivre plus proches les uns des autres, plus ouverts. Je suis sûre que vous partagez avec moi l'idée que la vie est si belle quand on vit en harmonie. Voilà. Donc durant cette belle campagne, nous avons fait, comme pendant toutes les campagnes, des belles rencontres et de beaux débats. Alors moi je vais en citer deux, parce qu'il y en a eu plein, il y en a qui ont été cités par ailleurs. Moi je vais citer l'agriculture. Vous allez comprendre pourquoi, parce que au sens étymologique, eh bien l'agriculture, c'est la culture de la terre. Cette opération qui consiste à la travailler en vue de la faire fructifier. Et la culture, eh bien c'est ce qui développe et réalise ce qui est en germe. Donc on est toujours dans l'agriculture finalement, quelque part, chez chacun d'entre nous, en vue de le rendre meilleur. Donc dans les deux cas, il y a donc un processus de transformation et de bonification. C'est très exactement pour cette raison que la culture doit se trouver au cœur de nos réflexions et non à la périphérie où on a trop souvent tendance, malheureusement, à la reléguer. Savez-vous que la culture contribue, parce que, en fait, dans nos sociétés, on est audible quand on a ce genre d'argument, donc je vais le donner parce que celui-là, il n'est pas très connu. Eh bien, la culture contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile, par exemple. Alors, le PIB, c'est le produit intérieur brut, pour ceux qui ne sont pas spécialement branchés de l'économie. Alors, ces calculs ont été faits de façon tout à fait objective par l'INSEE, d'une part, et par un cabinet très privé que vous connaissez, qui fait souvent des comptes sur plein de choses, le cabinet privé Ernst & Young. Alors, cette étude a été évaluée à un chiffre d'affaires direct. Cette étude a évalué le chiffre d'affaires direct
j'insiste sur le direct, des industries culturelles et créatives à près de 62 milliards d'euros. Donc la culture rapporte non seulement de l'argent, mais aussi des emplois. Dans cette même étude, 670 000 emplois directs auxquels s'ajoutent les emplois indirects. Alors, par exemple, les emplois indirects, c'est si vous organisez un spectacle, vous allez faire venir des artistes, vous allez les nourrir, enfin j'ose espérer, vous allez les faire dormir, j'ose espérer aussi. Et pour faire la publicité de votre événement, vous allez demander à un graphiste de vous créer une affiche, et vous allez demander à un imprimeur de l'imprimer. Donc tout ça, c'est tous les emplois indirects liés directement à la culture. Pour le coup. Mais moi, finalement, c'est pas tant sur cet aspect que je voudrais insister, bien qu'il soit particulièrement méconnu, comme je le disais tout à l'heure, mais plutôt sur la culture qui rapporte humainement. C'est un bien de première nécessité, nous le savons tous, j'espère, pour la construction de l'individu, pour son épanouissement personnel et pour l'émancipation citoyenne. C'est un élément déterminant pour humaniser la mondialisation libérale galopante qui standardise la pensée. C'est par elle que s'obtiennent les outils critiques nécessaires au libre arbitre. La culture est le ciment de la société, la base du vivre ensemble, du partage, de l'ouverture, du sensible et de l'imaginaire. Lors de la rencontre de Saint-Gervais, de beaux exemples nous ont été donnés. Ça va aller de repas partagés dans un village pour faire connaissance avec des nouveaux arrivants, parce qu'entre les nouveaux arrivants et les anciens qui étaient là, il peut y avoir des incompréhensions. Donc il suffit de faire les choses ensemble, de parler, de partager, et les choses peuvent s'accorder. On a eu ces exemples-là, on a eu l'exemple du Café citoyen des Combrailles, où sont organisées des soirées débats. Nous a été donné exemple aussi de projets intergénérationnels entre des écoliers et des résidents des EHPAD. J'espère que les EHPAD continueront à avoir un peu d'argent pour faire venir la culture jusque chez eux et à avoir des projets. On le voit bien, la culture nous humanise au sens d'être soucieux de l'autre, en nous rappelant qu'au-delà de nos différences, nous appartenons à la même espèce. C'est par elle que nous allons mieux connaître et comprendre l'autre. C'est donc là le ferment de la paix entre les hommes. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que, que la plupart des gens ne réalisent pas suffisamment. La culture peut aussi jouer un rôle essentiel, mais la culture peut jouer un rôle essentiel que si on lui en donne les moyens, que si elle peut s'appuyer sur des mesures politiques concrètes, fortes. Et c'est là qu'interviennent nos futurs élus, à qui nous demandons non seulement d'appuyer toute décision allant dans le sens du développement culturel, mais aussi et surtout de construire un projet où la culture ne sera pas la cerise sur le gâteau, mais le gâteau. Ce gâteau devra embrasser au quotidien tous les terrains, de l'école à la cité, et pour que nous puissions passer de l'idée de la culture pour tous, cher à Malraux, à la culture par tous, il va falloir réhabiliter l'éducation populaire, qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer à tous les âges de la vie. J'insiste bien là-dessus, à tous les âges de la vie. Il y a des jeunes retraités qui, leur vie durant, ont eu envie de peindre ou de jouer du violon. Eh bien oui, demain, vous pouvez vous y mettre. Et oui, il faut qu'il y ait encore des structures où que ce soit possible pour que vous puissiez y accéder. Il nous faudra aussi sortir d'une attitude consumériste de la culture pour aller vers une conception citoyenne et humaniste visant au progrès social. L'éducation populaire est une pratique culturelle de résistance qui développe la puissance d'agir. Notre société a tout à gagner en appuyant des députés qui défendront ses convictions. Pascal et Amandine le feront, car ils sont non seulement croyants, mais aussi pratiquants. L'un, de par son métier et la pratique des arts plastiques, l'autre, en tant que danseuse, chanteuse et apprentie accordéoniste. Au boulot, les gars.
notre 7e intervenante menait déjà campagne en 2012 pour le candidat du Front de Gauche. Elle est postière et militante communiste sur Lyon. Investie dans le tissu culturel et associatif du territoire, elle s'est engagée aux côtés de Pascal Estier avec enthousiasme et détermination, et elle va vous expliquer ses motivations. Je vous demande d'accueillir Amandine Villain. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'avais un petit laïus pour me présenter, mais du coup je te remercie Audrey, je vais quand même le refaire parce que si j'ai plus mes notes, je suis un peu perdue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, alors je suis pas seulement la petite blonde sympa sur les affiches, je suis Amandine Villain. Donc j'ai grandi dans le Livradois-Forez, dans une petite commune de 600 habitants avant de m'installer à Riom en 2010. Et j'ai toujours essayer d'œuvrer autour de moi pour une société solidaire, égalitaire et respectueuse de l'environnement. Je suis effectivement militante et investie dans le milieu culturel et associatif du territoire au sens large. Pour moi, cette campagne elle fut exceptionnelle, tant sur le plan politique que sur le plan émotionnel. M'a fait rencontrer beaucoup de monde et d'univers complètement différents. C'est ça une campagne électorale où on agrandit le cercle de ses connaissances en touchant du doigt des situations à propos desquelles on a pu voir des reportages à la télé, dans la presse. Mais là, toutes les situations, elles sont incarnées, elles sont une histoire singulière et elles sont un visage. Tous ces contacts ont boosté mes motivations à me battre pour une société plus généreuse et plus humaine. J'ai rencontré d'abord des salariés de la CETA à Riom, écœurés par la fermeture de leur usine, condamnant 239 personnes au chômage et entraînant la perte de la filiale tabacole sur le territoire français pour encore plus de profit pour Imperial Brandt. Et pour eux, je veux qu'il y ait demain des députés à l'Assemblée nationale qui fassent voter une loi qui interdit les licenciements boursiers et abusifs. J'ai aussi rencontré des jeunes mamans qui viennent d'avoir un enfant et pour qui trouver une place en crèche est devenu la première des batailles à mener. Et pour elles, je veux qu'il y ait demain des députés qui fassent voter une loi cadre affirmant l'obligation publique d'offrir des places en crèche autant qu'il y a de demandes. J'ai rencontré des jeunes propriétaires d'exploitations agricoles bio qui produisent du pain, qui produisent des volailles, qui produisent des œufs, des plantes, des céréales, des ovins, des bovins, aussi de la bière artisanale. Et pour eux, je veux que les députés aident à la valorisation des circuits courts, garantissent les prix justes aux producteurs et leur assurent un revenu digne et décent. J'ai rencontré un père qui en plus de payer les études supérieures de son fils à crédit, verse tous les mois de quoi financer la maison de retraite de sa mère dépendante. Pour lui, je veux que nos députés puissent développer des EHPAD publics qui répondent aux besoins des citoyens et non aux recettes des entreprises privées. J'ai rencontré un jeune couple qui avait décidé de s'installer à la campagne. La jeune femme, enceinte, va devoir faire plus de 50 km dans quelques mois pour aller accoucher. Et pour eux, il faut aussi des députés qui voteront une loi contre les déserts médicaux, qui permettront aux habitants des communes de se réapproprier le territoire avec des centres de santé et des députés qui donneront plus de moyens à l'hôpital public. Il y a aussi les plus jeunes qui triment pour faire leurs études, qui travaillent au McDo dès qu'un moment leur est offert pour payer ne serait-ce que leur loyer ou les frais inhérents aux études, les frais qui augmentent pour survivre et continuer. Il nous faut aussi des députés pour eux, pour leur garantir l'accès républicain aux études supérieures. Et il en va de l'épanouissement du citoyen de demain. Et puis il y a ces jeunes et moins jeunes investis dans le milieu culturel, la musique, le théâtre, qui avec leurs associations touchent des centaines de jeunes. Et nous devons demain les accompagner, les aider à continuer à créer du lien social, à ouvrir les esprits à d'autres horizons que le repli sur soi. J'en oublierai forcément tous ceux que j'ai rencontrés, donc je vais essayer de faire une liste rapide. Il y a tous les autres, femmes victimes de sexisme ordinaire, LGBT victimes d'homophobie, les noirs, les beurs, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les ruraux, les urbains. Et pour eux, il faut aussi des députés qui soient garants d'une société égalitaire, solidaire et respectueuse des particularités de chacun. Ainsi, pour vous, je vous appelle à voter et à faire voter aussi autour de vous pour notre candidature avec Pascal, dimanche prochain, mais aussi dimanche d'après. En tout cas, je l'espère.
dernier intervenant est Georges Renoux, donc qui est militant syndicaliste et voilà, et retraité des aciéries, donc Aubert et Duval. Investi aussi dans les CAPER, c'est ça, qui est l'association des maladies de l'amiante. Et il nous dira quelques mots sur la place de l'humain. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, je n'ai pas tellement l'habitude de parler à un public dans le noir. Moi, je parlais à un public à la lumière dans une entreprise. Bon, alors je vais essayer de parler à la lumière. Ah voilà, c'est mieux. Donc, je me présente. Je suis Georges Renoux, ancien syndicaliste CGT Aubert et Duval de Zancise. Pendant 10 ans, j'ai été secrétaire. Aujourd'hui, je suis en retraite. Et pendant pas mal d'années, j'ai combattu un patron très violent. Je vous explique. Je vais plutôt vous raconter une histoire. Une histoire sur l'Aune. Au fin fond des Combrailles, il y a une centaine d'années, il s'est construit une usine. Cette usine, elle a été faite avec la main des salariés, des paysans. Ils ont construit une usine, ils ont construit des richesses, ils ont travaillé, ils sont devenus forgerons, lamineurs, aciéristes. Ils ont travaillé, ils ont respiré la saloperie, ils ont fait les 3-8 sans jamais rien dire. Et puis, les années ont continué. Duval, Kling, il a engrangé les pognons. Il s'est fait une histoire, il s'est fait une réputation. Toujours, avec les mains des salariés. Au fin fond des Combrailles, personne n'y voyait. Par contre, les trains, les marchandises, ça allait un peu partout. Il faisait son beurre. Et puis, ça a duré pas mal d'années comme ça, sans jamais bien rouspéter. Et puis, il y a eu la guerre, il y a eu l'après-guerre. Et Duval, un beau jour, il a décidé de dire, moi, je veux les ouvriers qui vont bien. Donc, je mets tout le monde dehors et je rembaucherai que ceux que je veux. L'année 48, par là. Et par la suite, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le côté. Et il a bien fallu continuer à vivre. Donc, les gens, sont rentrés dans les commerces, ils ont fait autre chose. Mais la plupart des gens étaient tous issus du monde paysan. Paysannerie, la terre, le territoire. Comme souvent, Pascal parle du territoire, la terre. Tous ces gens, ils viennent de la terre. Ils ont travaillé dur. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à un point où il a fallu rouspéter. Donc, il y a eu des manifestations, il y a eu des grèves dures, violentes. À la suite de ces grèves, il y a eu des licenciements où on a dit il faut aplanir, il faut toute cette chienlit, il faut la virer. Les bossus, les tordus, les militants, ceux qui bougent, ceux qui engagent la lutte, il faut les virer. Donc il y a eu un grand bouleversement, on a viré du monde. C'était la première fois. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas de boulot, qu'est-ce qu'on faisait? On allait arracher les genêts. Hein, Daniel? Ils allaient arracher les genêts. C'était un sacré boulot. Mais jamais on parlait de licenciement. C'était une boîte qui ne licencie pas. C'était le fer de lance, c'était les Combrailles. C'est quand même la deuxième entreprise privée du département. Derrière Michelin. C'est en Combrailles. C'est la terre. Bon. Donc ces gens-là, ils ont été licenciés. Et il a bien fallu se battre. Donc on s'est battu avec nos armes. Et alors là, on a appris des choses scandaleuses. Des choses ignobles. C'est-à-dire que les gens mouraient en silence de différentes maladies. Bon, celui-là, il buvait, celui-là, il fumait. Mais on a découvert un fléau catastrophique qui était l'amiante. Alors là, ça a rué dans les brancards. Et là, il a fallu se battre. Et quand on se bat, souvent on nous dit, nous les CGTistes, on dit toujours non avant de négocier. Mais là, il fallait dire non. Parce que quand vous avez affaire à une arrogance, comme quoi le mépris de la maladie, du syndicat, du salarié, c'était quelque chose de catastrophique. C'était insupportable. Alors on s'est motivé, on s'est mobilisé, et on a résisté. On a attaqué. Et là, il faut dire qu'on avait un personnage qui nous a donné la main, c'est Pascal. Toujours était là avec nous. Tout le temps, il nous a suivis. Jamais il nous a lâchés. Alors, dans les petits commerces de Les Ancises, on disait « Ouais, mais une fois qu'ils auront viré toute cette chienlit, ça ira mieux. »
Mais est-ce que c'est bien son rôle à Pascal, d'aller aux barricades? Eh bien si, il y allait aux barricades, et plus souvent qu'à son tour, laissant son travail pour nous suivre. C'était magnifique. Ça c'est un type, vous pouvez lui faire confiance, ça c'est un bonhomme. Enfin bon, ça a continué, et on a quand même réussi à faire classer cette entreprise d'amiante. Et les gens ont pu partir sereinement, en retraite plus tôt, et se faire soigner. Et surtout, on a réussi à faire condamner l'entreprise Aubert Duval en faute inexcusable. On a monté un CAPER, comité amiante, prévenir et réparer, pour aider, soutenir les malades de l'amiante et autres maladies qui, bien sûr, vont se greffer. À l'heure actuelle, il est en train d'investir dans la refusion du titane, une usine toute neuve. Le titane, quand on l'élabore, ça dégage de l'hydrogène. Ça serait presque un Céveso2. Personne n'en parle. C'est le mutisme le plus complet. La seule chose qu'on voit à l'heure actuelle, Duval si, Duval embauche, Duval crée les emplois. Taratata, Duval, il prend les salariés de la vieille usine pour la monter dans la nouvelle usine avec 2-3 intérimaires. Il a touché des sous et des aides du conseil général et régional. C'est catastrophique, c'est lamentable. Mais aujourd'hui, il n'y a que lui dans ce secteur d'activité. Moi, je suis issu d'une petite commune entre Gia et Herman, Vernejols, ça ne vous dit rien, bien sûr, c'est tout petit. C'est tout petit. Il n'y a que des paysans et des champignons. Bon, mais dans cette entreprise, mes deux voisins, ils font 41 km, c'est-à-dire 82 km par jour pour les travailler. C'est le seul employeur. Donc il a les 4 fers blancs. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut surtout regarder l'individu, le salarié, l'homme. Il ne faut pas se résigner, il faut se battre, il faut s'indigner, il faut être solidaire. Il n'y a que l'homme. Les richesses de Duval, c'est l'homme qui les a créées. C'est les paysans, ouvriers, c'est les femmes qui ont travaillé, tout ça, les sous-traitants. Et grâce à ça, on a toujours réussi à tenir. Et je vous dis que si on donne confiance à Pascal et à Amandine, eh ben, on aura un sacré bonhomme à l'Assemblée nationale. Merci. Notre dernier intervenant, vous le connaissez aussi forcément et attendez peut-être un peu son intervention. Vous allez attendre 1 minute de plus. Il est élu aux Ancis-Combes, président de la commission locale d'eau du Sage-Sioule et aussi architecte. À l'image de son engagement aux côtés des salariés d'Aubert et Duval, il continuera, s'il est élu, et il le sera, à défendre l'emploi sur tout le territoire en déposant dès l'ouverture de la prochaine législature, avec son co-auteur André Chassaigne, une demande d'enquête parlementaire sur l'enjeu de santé publique du maintien d'une filière tabacole en France. Candidat soutenu par le PCF en 2007, candidat du Front de gauche en 2012, je vous demande d'accueillir en 2017 le candidat du Rassemblement de la gauche de transformation sociale rassemblé sur cette circonscription, Pascal Estier. Bonsoir, merci. Vous avez entendu Georges? Voilà à quoi je marche, moi. L'humain. L'humain d'abord. Voilà pourquoi, Georges l'a expliqué, peut-être le sang de mes origines. Ces paroles d'homme, ces paroles de cœur d'homme, et ils sont nombreux ce soir, me sont nécessaires. Et je l'ai encore vérifié hier soir, si besoin en était, à Saint-Éloi-les-Mines, parmi les ouvriers du fer ou de la mine. Voilà pourquoi je fais de la politique sans être, pour ces raisons, un professionnel de la politique. La considération des hommes, que Georges a magnifiée, est pleinement et prioritairement inscrite dans le programme que nous défendons. L'avenir en commun, c'est l'urgence sociale. L'urgence sociale doit servir autant des objectifs économiques pour les travailleurs que des objectifs sensibles et psychologiques. Rappelez-vous Georges, parce que la vie, nous le savons tous, ne se résume pas au principe d'accumulation qu'affectionnent les nantis. L'urgence sociale, et nous voyons cette semaine avec la communication présidentielle combien ce mot prend toute sa valeur. L'urgence sociale, c'est l'annulation immédiate de la loi travail, le refus de voir le code du travail désintégré, la réduction du temps de travail vers les 32 heures, la défense de l'emploi,
l'interdiction des licenciements boursiers et des délocalisations, la hausse immédiate du SMIC, du minimum vieillesse, de l'allocation handicap, la revalorisation des retraites, la revalorisation des salaires des fonctionnaires, le droit à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités, les soins remboursés à 100% par la sécurité sociale, la préservation de ce système public de protection sociale et de ses structures, hôpitaux, centres de santé, maisons de retraite, accueil spécialisé pour le grand âge et la dépendance. Et partout, le développement de tous les services publics, les piliers de la République et du vivre ensemble, les seuls garants de la considération humaine et de l'égalité des citoyens. Vous voyez, la liste de notre réalité, plus que de nos rêves, mais des cauchemars des libéraux est longue. Ils nous opposeront toujours le financement, le réflexe politique à la mode, alors qu'il suffit simplement d'une vraie justice fiscale pour une juste répartition des richesses et un apport par là conséquent de recettes à l'État, avec la suppression des niches fiscales spéculatives, la progressivité réelle de l'impôt et la lutte acharnée contre la fraude et l'évasion fiscale. Soit une vraie politique courageuse au service de l'homme et non plus soumise à la finance. Quand avec l'annonce médiatique d'une majorité écrasante qu'évoquait Laurent tout à l'heure, le pouvoir, pourtant éphémère en démocratie, avant le résultat des urnes, de dimanche et de dimanche d'après, annonce que les projets de loi réformistes, nous traduisons antisocial, vont déferler sur l'Assemblée et le pays avant la fin de l'été. Avec la volonté non pas de faire neuf, comme annoncé, depuis la mise du pouvoir en marche, mais de faire, comme dit un camarade syndicaliste, en avant toute vers le passé, d'en jouer le MEDEF et les actionnaires. L'urgence sociale, c'est de d'abord comprendre la situation précaire, économiquement et moralement de nos concitoyens. De les appeler demain dans les luttes qui seront nécessaires pour renforcer les moyens que nous donnera la démocratie en nombre d'élus. L'urgence sociale, c'est aujourd'hui comme demain, encore plus, de réveiller les consciences et de rassembler toujours plus. Pour faire force, il faut être demain les plus solides et les plus nombreux contre la violence et le fonctionnement pernicieux de la politique projetée par le président Macron. Il ne faut pas se boucher les yeux, ça ne s'annonce pas facile. Mais ne pas voir la réalité du contexte et des adversaires, c'est faire preuve en politique d'une légèreté et d'un aveuglement qui n'engage pas la plus grande responsabilité. Sauf à ne pas vouloir agir dans le cadre de la démocratie, pour tenir, résister, agir, proposer, il faut gagner, et pour gagner, il faut être majoritaire. Un bon score au premier tour ne suffit pas. Il faut rassembler encore au deuxième tour sur une ligne politique convaincante, qui doit toucher le cœur, à tous les sens du mot, de l'électorat, des citoyens, et pas seulement des cadres des appareils politiques. J'œuvre depuis plusieurs mois au rassemblement qui nous convoque ici ce soir, et j'ai des espoirs fondés. Notre candidature est la seule proposition de gauche, de la vraie gauche, puisque les autres candidats, y compris la candidate socialiste, qui va même jusqu'à cacher son identité, s'annoncent Macron compatibles. Oui, notre candidature peut être la seule réponse de gauche pour une population qui ne veut pas donner un blanc-seing au président Macron. Une population, un électorat qui se veut être encore de gauche, être respecté dans sa dignité et ne pas être poussé dans ce mépris si bien décrit par Georges, le mépris social, le mépris économique, le mépris de classe, tout simplement. Oui, je suis celui qui a toujours tenu sa ligne politique, d'attention et de protection des femmes et des hommes meurtris dans leur chair. Hier, ceux d'Aubert et Duval. Demain, probablement ceux de Rocoul ou de Diétal, encore dans l'industrie des combrailles. Et aujourd'hui, ceux d'Aceïta. Malgré le projet magnifique que portent les salariés et la lutte qu'ils ont engagée il y a quelques mois. Je défends aussi les fonctionnaires de tous les services publics que l'État méprise, voulant les jeter dehors, hors du socle, le patrimoine commun de ceux qui n'ont rien ou si peu, que Macron veut donner en pâture à la privatisation, au morcellement, à l'ubérisation. Oui, je suis celui qui tiendra encore demain cette ligne prioritaire, celle de permettre aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus fragiles, qui deviennent de plus en plus nombreux, à ceux-là et à tous ceux pour qui les mots humanité, liberté, égalité, fraternité ont encore un sens collectif. À tous ceux, à tous, de tenir la tête haute avec fierté et dignité dans cette société du fric insolent qui semble si naturelle, mais avec quel décalage inouï, quelle arrogance et quel mépris encore à nos dirigeants. Mais c'est avec vous,
avec votre force rassemblée, et bien au-delà de cette élection, dans les assemblées citoyennes, les organisations syndicales, les luttes au grand jour, la rue, que je pourrai, élu, porter au plus haut la voix du peuple. Le rassemblement des structures pour cette candidature, structures et partis politiques, la France Insoumise, le Parti communiste français, la gauche citoyenne, est salué à chaque rencontre des électeurs, sur les marchés, dans les réunions. Il est salué comme un véritable espoir dans cette élection que les médias promettent déjà au bénéfice du gagnant de la présidentielle. Faisons tout, tous ensemble, pour appeler encore l'adhésion du plus grand nombre, construire, désormais, la seule et vraie force de gauche de la circonscription et l'emmener vers la victoire au premier tour et au deuxième tour. La campagne que nous avons menée, en fonction d'approches thématiques, parce que collée aux réalités et à l'écoute, a été riche, Amandine vous l'a évoqué, d'enseignements dans tous les territoires, les centres-villes, les pôles industriels ou encore les campagnes de l'Est ou de l'Ouest du territoire, avec toujours de l'intelligence dans les débats, entre questionnement métropolitain et bon sens rural. Les interventions précédentes ont décrit rapidement les situations, les femmes et les hommes que nous avons rencontrés. La vie des agriculteurs, particulièrement évoquée par Kevin, des jeunes agriculteurs, avec des difficultés innommables, illogiques, qui les maintiennent sans revenus de leur propre travail, pourtant si utiles à la société et à l'environnement. Des difficultés qui les poussent au plus caricatural, à l'isolement et au célibat endurci, au pire, à la déprime, la bouteille ou la corde. Alors qu'ils assurent une grande partie de l'alimentation humaine, malgré des conditions de domination insupportables manipulées par le capital mondialisé et la grande distribution. Quand pour le bienfait de la société et des consommateurs, la relocalisation conjuguée des productions et des ventes au juste prix pour tous, les circuits courts, la qualité d'une agriculture paysanne sont attendus d'un monde qui chaque jour prend conscience de sa fragilité alimentaire et sanitaire. Un monde où la transition écologique dans tous les domaines, énergie, transport, logement, environnement, doit être mise en œuvre sans délai. Un monde où pour garantir à nos enfants un milieu naturel en équilibre, la qualité de l'air, la qualité et la quantité de l'eau potable, premier élément indispensable à la vie, il faut engager dès aujourd'hui les réparations et les préservations indispensables pour, tenez-vous bien, ne voir les premiers effets positifs que dans une cinquantaine d'années. Oui, je serai le député qui agira comme lanceur d'alerte sur ces questions avant que Trump ne passe des émules parmi des parlementaires graissés au lobbyisme, lequel n'a qu'un intérêt en raréfiant, je vous donne un seul exemple, l'accès à l'eau potable notamment, celui d'engranger des profits de plus en plus juteux, y compris en cautionnant, sous couvert de fondations humanitaires hypocrites qui permettent de détourner l'impôt normal, en cautionnant la précarité, la pauvreté de nos concitoyens, et parce que c'est bien sûr une question mondiale, en cautionnant l'empoisonnement ou la mort des enfants d'une demi-planète sud. Je serai ce député indépendant, mais je serai le député qui n'a pas besoin d'un cadre réglementaire pour régir son activité. Je revendique l'éthique comme valeur personnelle, et je ne ferai pas commerce comme les députés actuels, et tant mieux si la réserve parlementaire disparaît, à condition qu'elle ne soit pas remplacée par un dispositif parallèle. Je ne ferai pas commerce de quelques milliers d'euros posés sur des projets communaux pour obtenir le soutien de quelques élus, affichés comme des trophées de guerre sur la propagande électorale. Les 300 personnes qui nous ont fait part spontanément d'un soutien écrit sont des citoyens ordinaires qui n'ont pas été démarchés, ni dragués, ni soudoyés. Et ils sont bien plus nombreux que ça, nous le savons tous, dans une discrétion qui s'exprimera dans l'isoloir. Je ne ferai donc pas commerce de cet obol, comme l'a décrit un maire des Combrailles, présent ce soir, rencontré la semaine dernière. Cet obol apporté en compensation des lois scélérates, toutes votées du précédent quinquennat, et qui n'ont eu de cesse de dépouiller les communes de leur dotation, comme l'a expliqué Clémentine. La morale et l'éthique, en politique, sont attachés à de justes votes, à des votes justes, sincères, pour les populations et les territoires que l'on décide de protéger et d'aider. Je ne peux pas détailler, bien sûr, l'ensemble des sujets qui pourraient être abordés ce soir. Je pourrais parler de l'obligation d'aller vers une autre république, la 6e, bien différente de la 5e, verrouillée, avec ordonnance 49.3 ou autorité pyramidale présidentielle que Macron nous dessine. De l'urgence de refonder une autre Europe, celle du peuple rassemblé, pas celle des marchés organisant l'opposition et la concurrence des peuples séparés.
source permanente de conflits, alors qu'il faut appeler la paix partout dans le monde. La paix qui doit être en nous tous, et pour tous sur la planète, qui devrait être le premier objectif des politiques. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a du travail et des mentalités à changer. Des marchands de canons et de morts à éradiquer. Des belligérants permanents sur le terrain des dictatures et des régimes autoritaires, mais aussi dans les cabinets feutrés du monde occidental, où les commandes jamais offusquées se chiffrent en milliards, dont il est dit, moral oublié, qu'ils sont bons pour la balance commerciale. Et il est impossible et contradictoire de concevoir que ce progrès vers la paix au service de l'humain se fera encore une fois la dernière des der promis, mais bien sûr que non, par les armes. La survie de l'humanité, dans toutes ses composantes, dans toutes les composantes de son écosystème, ne sera possible que sur des bases collectives, partagées, d'acceptation des différences, de tolérance. Je le redis encore ce soir, ça fera peut-être sourire certains, d'une forme d'amour à inventer, du plus petit territoire à la planète tout entière. La haine, le repli identitaire et nationaliste, la ségrégation par l'origine que nous proposent certains, la ségrégation par le statut, la réussite théorique dans un monde financier que nous proposent les autres, et j'ai quasiment fait le tour de tous les candidats, ne sont pas les solutions pour la transformation sociétale et sociale que nous voulons, ni pour un meilleur avenir de l'humanité, pour les jours heureux que nous voulons nous repromettre et repromettre à tous. Repromettre des jours heureux, notamment aux générations futures, à la jeunesse, décrite par Amandine, à qui il faut la plus grande connaissance et la culture, apportée, donnée gratuitement par le service public, s'il y a la volonté politique. Services publics qui sont les seuls garants de l'égalité des chances pour tous. Je mène cette campagne pour législative avec mes valeurs, avec le Rassemblement pour plus de force, pour vous tous bien sûr, mais surtout, et j'en ai un souci premier, pour les générations de demain, nos enfants, vos enfants et leur descendance. Depuis ma jeunesse, mes convictions n'ont pas changé. Elles étaient portées il y a quelques années, décennies même, par une forme d'espoir, de confiance en l'homme, habitée naïvement par l'idée que la société, même à vitesse ralentie, avancerait, par l'exercice politique aussi, sur une amélioration continue au bénéfice de l'humain. J'ai déjà déchanté depuis longtemps, et chaque année qui passe apporte son lot de désolation, sans aucun ralentissement, bien au contraire, après les éventuels espoirs de 2012. Une désolation sans cesse théorisée par les pseudo-experts en austérité, bien plus qu'en économie, des médias manipulateurs. Ils n'obtiennent qu'un résultat, ces experts, à l'insu de leur plein gré, c'est d'alimenter aussi sans cesse la flamme révolutionnaire de ma jeunesse, qui me donne la conviction, la motivation, l'obligation morale de faire cette campagne et de viser par l'élection à ébranler le système. J'ai choisi aussi de faire cette campagne avec Amandine, si jeune, intelligente, hyper motivée et tellement appréciée dans les Combrailles. Parce qu'elle est l'image d'une génération, aussi celle des générations à venir, envers qui la politique a une dette, une immense dette, pour leur avoir gâché la vie, préparé le gâchis de leur avenir, dans le sacrifice de la jeunesse, le génocide des lendemains, qu'il est interdit aux politiques d'envisager comme projet de société, et pourtant. Je lui ai donné pendant ces quelques mois, peut-être quelques bribes d'une vieille expérience, toujours mon soutien, le cas échéant, la largeur de mes épaules avec une foi et une force inébranlables. Elle m'a apporté sa jeunesse, bien sûr, mais surtout le juste regard sur la vie d'aujourd'hui et de demain, sur des réalités que les années, peut-être la presbytie, diluent un peu, peut-être. Elle m'a apporté, et à tous ceux qui nous ont accompagnés, le souffle, le vent, parfois la tempête fougueuse, pour bien plus sûrement que les experts précités, alimenter cette flamme révolutionnaire qui nous pousse au moins jusqu'à dimanche. Très personnellement, je n'ai pas envie que ça s'arrête là. Pour vous, il serait même beaucoup mieux que notre idylle électorale, mais intermittente, que notre amour pour un avenir en commun, votre avenir, celui des citoyens, les frères et sœurs des Boris, Stéphane, Laurent, Kevin, Clémentine, José, Georges, celui de tous ceux qui nous soutiennent, mouillent la chemise au quotidien, que je remercie très chaleureusement, celui de ceux
qui ne croient pas encore qu'un autre monde est possible. Pour tout cela, il serait mieux que notre amour se poursuive jusqu'au 18 juin et nous appelle au-delà pour l'exercice parlementaire dans cette circonscription de Riom qui pourrait devenir bastion de gauche, bastion de résistance, mais aussi bastion d'espoir, bastion de projet. Parce que l'avenir de notre société, l'avenir de l'humanité n'est pas dans le libéralisme ni l'ubérisation. L'avenir de l'humanité, notre avenir en commun, est dans la considération de tous les hommes, l'altruisme, l'amour, la liberté de chacun et la liberté des peuples contre l'oppression moderne de la dictature financière à qui nous voulons faire la peau, ensemble. Nous comptons sur vous, comptez sur nous, nous ne lâcherons jamais la tâche. Ensemble, ne lâcherons rien, jamais. Merci mes amis. Qui s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société.